Bonjour à toutes et à toutes. Les objectifs de cette communication donc, sont assez modestes. Il s'agit de proposer quelques éléments qui ont paru notables sur la langue de Villon, avec une analyse qui ne saurait être exhaustive et qui ne saurait non plus prendre en compte toute la littérature critique existante face à la masse de données. Mais il m'a semblé opportun d'apporter quelques éléments synthétiques, notamment issus de travaux précédents, ce qui explique que la part personnelle de ce travail sera très réduite, notamment à partir donc de ces travaux précédents. J'ai surtout vérifié les occurrences, puisque notre édition est très récente. Beaucoup de travaux s'appuient sur des éditions antérieures, notamment sur l'édition Lannion Foulet, qui se fonde sur un autre, euh, un autre texte. Et j'ai aussi proposé quelques nouveaux exemples et éventuellement, enfin, j'ai aussi repris les relevés. Euh, donc le temps dont je disposais et l'accès difficile aux travaux des critiques dans ce contexte explique cela, et donc j'espère qu'on me pardonnera d'avance l'absence de contenu véritablement original. Je vais m'occuper de deux éléments principaux, les questions de phonétique et de graphie, puis de vocabulaire. Et en phonétique, j'étudierai d'abord les traits caractéristiques du moyen français, puis les traits plus caractéristiques et moins nombreux du parler populaire parisien, euh, typique de Villon. Et donc pour la partie sur les traits caractéristiques du moyen français, en fait, je reprends essentiellement la présentation qui est faite par Christiane Marquet-Lonisia dans son manuel sur le moyen français, avec des exemples issus du corpus et éventuellement complétés par quelques remarques issues de différents manuels ou critiques. Donc, premier trait définitoire du moyen français, c'est la réduction des hiatus. Le phénomène s'est généralisé à la fin du XVe siècle. Il est très, il est vraiment, il a bien eu lieu chez Villon, où il semble que seule la diphtongue ien ne semble pas réduite. Hein. Par exemple, ancien est encore trisyllabique chez lui. Euh, comme on le voit, les graphies peuvent être soit rétrogrades, soit phonologiques, donc soit prendre en compte la réduction du hiatus ou pas. J'ai listé certaines graphies rétrogrades, il y en a d'autres parmi tout cet ensemble, donc par exemple Paour, hein, qui se prononce pour, H qui est a priori monosyllabique, etc. J'ai Enfin, il y a une rime qui fait un peu débat parmi les critiques au vers 1736 et 1738, la rime je, où la critique tente à dire que le second jeu, hein, celui du vers 1738, Nangrandlitz de Paremance jeu, serait le participe passé du verbe gésir, prononcé je, avec une alternance de prononciation qui est bien attestée, et donc ici un hiatus qui aurait été réduit. Mais Richner et Henry, dans leur édition, privilégient plutôt l'idée que c'est bien le substantif je qui est présent ici, la différence de sens entre les deux occurrences étant suffisamment importante pour que cette rime du même au même soit tolérée. Et toujours en termes de hiatus, même si ce n'est pas réellement hiatus ici, en tout cas pas historique, mentionner le fait, notamment en termes importants pour la versification, le fait que le mot théologie en fait se prononçait probablement tologie et était donc trisyllabique. Dans la deuxième colonne, j'ai indiqué des graphies qui ne sont, enfin, qui attestent de la réduction, par exemple gagne, aide, aider. Il y en a d'autres. Hein, ici, c'est juste un ensemble d'exemples. Le processus est en cours. Hein, ce processus de réduction des hiatus est en cours, et Villon peut conserver certains hiatus pour des raisons de versification, notamment. J'ai donné quelques exemples issus de la liste fournie par Richner et Henry, comme Souef, SQL ou Viande, par exemple, avec là aussi une occurrence qui fait débat. Au vers 66, on a l'infinitif vouloir, qui est dissyllabique, euh, alors même qu'a priori, il est ailleurs monosyllabique avec l'attestation de la réduction du hiatus. Euh, Ici, donc Krishner et Henry, eux, préfèrent conserver la leçon avec un hiatus, tout comme d'ailleurs tout à l'heure dans notre édition, même si Jacques Thomas, lui, est plutôt favorable à la leçon voereux, euh, qui est dissyllabique, mais avec un E bon, articulé à la fin, ce qui indique que la question des hiatus, hein, n'est pas tout à fait tranchée, et il semble que Villon
peut jouer là-dessus. Et ce type de remarque peut se faire notamment par rapport au premier vers du Testament, le fameux premier vers, hein, en l'an de mon 30e âge, tel qu'il est édité par Muller-Thaler, puisque âge en effet est toujours a priori avec un hiatus réduit chez Villon. Et donc, ce qui explique que pour avoir un octosyllabe, l'édition postule une diérèse sur 30e. Toutefois, l'usage de Villon est assez fluctuant sur ce type d'emploi de diérèse, et donc une prononciation trisyllabique d'âge n'est pas impossible. C'est d'ailleurs ainsi que le comte Christian Marchionisia. Et de ce point de vue-là, on peut se demander s'il n'y a pas un effet délibéré. Hein. On sait que c'est un vers qui reprend entre autres le roman de la Rose. Donc finalement, le fait de le choix d'une forme sans hiatus pourrait être presque un effet de parodie ici, ou en tout cas clairement d'écho intertextuel. Et à l'inverse aussi, on peut faire une deuxième lecture qui n'est pas incompatible, qui serait que délibérément le premier vers du Testament de Villon soit un vers dont la versification soit douteuse, qu'on ne sache pas exactement comment le prononcer. Et cela va est cohérent avec l'idée d'un début qui est quand même un début très déceptif, hein, notamment le fait que la première phrase ne se termine jamais et la phrase reste largement en suspens. Donc dès le début, hein, Villon choisirait des formes ambiguës, presque déstabilisantes, qui empêchent finalement d'être quelque part dans une sorte de zone de confort ici de versification. Et dernier point beaucoup plus anecdotique concernant la réduction des hiatus, la forme pseum au vers 48 avec un hiatus qui est en fait une hypercorrection qui est attestée à l'époque. Deuxième point, les diphtongues sont largement réduites en moyen français, mais c'est un phénomène qui a lieu depuis le XIIIe siècle, avec notamment le fait que le son est qu'il soit issu de la diphtongue de A tonique libre, d'un E tonique entravé ou de la diphtongue de coalescence AI. Donc ce son R rime avec le produit des diphtongues de E fermé tonique libre ou des diphtongues de coalescence EI ou OI qui se prononçaient donc probablement ouais ici, voire est, ce qui oriente plutôt vers une prononciation populaire parisienne avec quelques éléments de doute, puisque notamment les deuxièmes exemples, hein, la rime bar, car, poire, suggère ici plutôt que la prononciation était ouais, était plutôt wa, là aussi, donc plutôt une prononciation populaire. En sachant qu'on verra, c'est des occurrences qui sont un peu douteuses, donc on n'a pas réellement ici de certitude. Et dernier point à mentionner pour la réduction des diphtongues, la diphtongue AU, les diphtongues de coalescence AU, a été réduite en O, comme l'indique la rime hospito, mo, hots, o, où la réduction, enfin on a trois diphtongues de coalescence dans hospito, mo et o, et le mot o, hein, qui désigne les os, les ossements, et ce qui indique donc bien que la diphtongue a été complètement réduite, alors même que ce qui est un phénomène finalement relativement précoce, puisque elle a pu se conserver encore jusqu'au XVIe siècle. Troisième point plus anecdotique, on a une rime seuf, qui rime avec estuff, pour le mot qui est en français moderne soif, qui semble être une particularité de la langue de Villon, et donc en fait Mildred Pop lie en fait à la tendance du moyen français à labialiser le « est » en « e ». Donc là on aurait un trait typique du moyen français. Autre élément, le statut du E final, en fait issu du E central, mais qui s'est a priori déjà labialisé à l'époque de Villon, qui s'articule encore, sauf dans des cas très précis, notamment après voyelle dans le futur. Par exemple, on dit prierait et pas prierait. Dans le cas aussi des adverbes, on dit vraiment et pas vraiment. Et le fait qu'ils sont encore très articulés, hein, ça explique la rime promesse jamais ce. Donc d'ailleurs, j'aurais dû prononcer un promesse jamais ce au vers 888, et qui visiblement a gêné le copiste de C, puisque le copiste de C en fait a écrit jamais cesse, visiblement pour récupérer une rime, hein. Il n'avait pas perçu que ce ici était vraiment à la rime et pleinement articulé. Et deuxième point, ce E est toujours articulé derrière voyelle, hormis dans le cas de O, qui est monosyllabique systématiquement.
et hormis dans un seul vers où il est difficile de faire autrement, mais dans le vers 932, un mai par Sainte Marie la Belle, ici il faut bien prononcer Marie la Belle et pas Marie la Belle, contrairement à ce qui est le cas ailleurs dans le Testament, ce qui en fait une occurrence assez isolée, mais qui n'est généralement pas modifiée par les éditeurs en l'absence de réelles possibilités en fait de modification, ce qui tend à suggérer une certaine fluctuation. Cinquième point, l'amusement des consonnes implosives, ce qui peut expliquer un certain nombre de rimes qui peuvent paraître étranges, notamment face à une graphie qui est plutôt conservatrice. Le R implosif, enfin le S implosif, pardon, est déjà amui depuis longtemps, on le sait bien. Le R aussi implosif tend à s'amuir, ce qui explique des rimes comme mal, châle, malgré la graphie Charles, ou marle, mêle, ou encore courge, bouge, où en fait le R ici n'était plus articulé. Cela vaut ce type de rime en fait a été considéré comme plutôt parisienne par Thuann, mais Christiane Marcolonisia donne pléthore d'autres exemples qui tendent à montrer que c'est plutôt un trait assez classique du moyen français. De même, le P, le C, le F, voire le B semblent aussi amui en position implosive, donc c'est le cas de la rime sceptre en cètre, donc qui était plutôt une rime cètre en cètre d'ailleurs, enfle temple, là aussi enle tanle sûrement, ou encore branle tremble, qui était sans doute une rime donc branle tranle. Et cet amusement peut être pris en compte dans la graphie, puisqu'on a une rime Bible évangile, où Bible en fait est une graphie pour Bible, au vers 1507. On a aussi un phénomène assez important, souvent noté dans les manuels de phonétique, hein, le sigmatisme du R intervocalique qui évolue en Z. Villon distingue bien chaise, qu'il fait notamment rimer avec aise du mot chair, qui d'ailleurs est trisyllabique, hein, chayers. Donc dans l'édition, la forme, le verbe douleur au vers 283, en fait, est corrigé par tous les éditeurs en douleuse, qui prend en compte sans doute ce sigmatisme, avec le verbe un soit doulousé qui signifie se lamenter. Autre point, l'amusement des consonnes finales. Là, j'ai aussi cité différentes rimes hein, qui semblent indiquer des amuissements. Notamment un Gaston Paris critique toutes les rimes de la strophe 52, notamment la rime petit qu'il considère comme mauvaise, mais si on considère que les voyelles, les consonnes finales pardon, ont toutes été amuies, c'est une rime qui est tout à fait possible, une rime vouti, souti, petit, tréti, sans avoir à prononcer la finale. Richner et Henry ont une lecture qui me semble un peu contestable pour eux, notamment à petit, qui est ici en fait une forme de sujet, enfin d'apposition à un sujet. Considère ici qu'on a une forme de cas-sujet archaïque, ce qui me semble faire beaucoup de crédit à Villon sur sa gestion des cas-sujets et sa connaissance de la grammaire de l'ancien français. Et il me semble que plutôt que de voir ici un cas-sujet archaïque, il me semble plus simple de considérer que tout simplement les consonnes finales sont totalement amuies, ce qui permet ce type de rime. D'ailleurs, Villon fait un usage anarchique, bien utile, mais pas tout le temps, du S final. Hein. On a de la rime issue sans S à bossu avec un S au vers 517. Mais on a par exemple un Z au régime singulier étourdi qui rime avec maudit et qui semble indiquer dans certains cas plutôt des rimes pour l'œil en fait. Et plus rapidement, certains amuissements de consonnes finales, on a un R final qui est amui hein, dans la rime Messeigneur rogneux, donc la rime Messeigneur rogneux, l'amuissement du C final, un don issu de donc qui rime avec don, le cadeau, et enfin le L final qui est amui dans la rime entre Paris et péril ou baril, où le L n'était plus prononcé. Et quelques remarques peut-être plus rapides, mais notamment pour commenter les rimes qui peuvent le plus choquer. La rime dame Anne, qui est tout à fait attestée au XVe siècle, et la rime prophète fesse ou fut fus, qui est aussi une rime bien attestée ailleurs, donc qui n'est pas surprenante, qui n'est pas une mauvaise rime, mais qui était tout à fait possible à l'époque de Villon. Le cas de la rime prophète fesse fut fus, cette rime est peut-être parisienne, c'est pas tout à fait admis, c'est pour ça que j'ai classé ici, mais ça m'amène donc au deuxième point, un certain nombre de traits qui sont plus caractéristiques du parler parisien du XVe siècle.
notamment l'ouverture de est en A devant R, ce qui est très présent. Hein, j'ai listé un certain nombre de rimes, un ter, bar, qui se prononçait sans doute tar, bar, à part, robard, lombard, etc. Euh, donc cette ouverture qui sera considérée comme vulgaire au siècle suivant, comme l'indique Pope, et qui relève plutôt du parler populaire parisien. Deuxième point, les diphtongues issus de L implosif, la rime entre autre et fautre, mais qui en fait correspond au français moderne feutre, qui est plutôt une rime selon Christiane Marculanisia de l'Île-de-France et du Nord. Et un point plus ambigu, mais on a deux graphies en IAU pour la diphtongue qui est traditionnellement graphiée EAU, Navio qui rime avec veau et Jouvencio, où là il est difficile de savoir si c'est un trait de graphie ou un trait de prononciation, mais en tout cas la prononciation yo est une prononciation qui aurait été parisienne. Les diphtongues nasalisés de type moine et soin, rouen, sen riment ensemble. Gaston Paris considère qu'il s'agit ici d'une rime imparfaite, mais on peut se demander si là aussi on n'a pas affaire à une réduction de la diphtongue même nasalisée. La rime Bretagne en sagne suggère que le A c'est palatalisé enfin le A c'est le A nasal c'est palatalisé en N nasal, comme l'indique Christiane Marculanisia, et ce serait là aussi un trait de parler populaire parisien. Et on a affaire à des diphtongues aussi nasalisés, ien de type vénitien qui rime avec lorrain, estien qui rime avec semaine, ancien qui rime avec an, donc qui serait sans doute plutôt prononcé un ici, et qui est une prononciation plutôt de l'orléanais, de l'Île-de-France et éventuellement même populaire, toujours suivant Christiane Marculanisia et Mildred Pope. Et dernier point, que j'ai classé ici avec un peu plus de scrupule, les dépalatalisations. Le L palatal tend à se rapprocher du L non palatal avec la rime groseille tel et donc pas groseille, qui est ici plutôt peut-être un trait picard, et on sait que Guiraud tend à rapprocher quand même parfois, à montrer une influence des palais de l'Est sur la langue de Villon. Et de même le rapprochement du N palatal avec le N dental dans la rime Rouen, Estrène, Rennes, par exemple, qui a un trait a priori picard, mais qui se retrouve aussi chez des auteurs parisiens, ce qui explique leur classement ici. Donc voilà pour les traits phonétiques principaux. Maintenant, la question des graphies, où pour le coup, je reprends vraiment les éléments qui sont donnés par Nelly Andrioret, parce que ces travaux font vraiment autorité, c'était difficile de les dépasser, en sachant donc j'ai systématiquement vérifié ces occurrences puisqu'elle travaillait plutôt sur l'édition Longuemillon. Donc j'ai confirmé leur adaptation au corpus et avec notamment des statistiques que j'ai refaites à partir du corpus. Donc voilà, on sait que le moyen français, c'est vraiment une période de mutation du code écrit. La graphie se coupe de plus en plus de la prononciation, s'adresse de plus en plus à l'œil, notamment du fait de la latinisation des graphies. Et Nelly Andrioret dégage trois caractéristiques essentielles: l'emploi très développé du Y, l'abondance de lettres historiques, et enfin de nouvelles fonctions affectées à des lettres déjà existantes, notamment le G, le X et le Z. Donc déjà, concernant le Y, on sait qu'il a une valeur diacritique, notamment en présence de lettres qui posent des problèmes de jambage, que ce soit le U, le V, le M ou le N. Il y a un certain nombre d'exemples ici que je donne. Ce qui n'est pas systématique. En fait, si on fait une recherche systématique sur le testament, on se rend compte que, par exemple, la séquence UI est bien plus attestée que la séquence UY. À 355 occurrences contre 80. Bon, ce sont des données brutes que je fournis. Il y aurait lieu de faire une analyse un peu plus qualitative, notamment par le fait que la séquence UI est beaucoup plus attestée dans des mots très fréquents comme qui, lui, qui posent moins de problèmes. Mais ça marche aussi, par exemple, pour la séquence MI qui est plus fréquente que MY, NI qui est plus fréquente que NY, ou encore IN qui est beaucoup plus fréquente que YN. Donc l'apparition du Y apparaît quand même comme un choix minoritaire dans les occurrences qui sont le plus problématiques. Et d'ailleurs, dans certains cas, on a un Y qui est finalement presque purement ornemental, comme dans bois, chevalerie, anglois,
avec notamment des alternances possibles entre cieux qui se graphient avec ou sans Y. Le Y peut aussi avoir une valeur bien connue de double I, dans lequel il graphie un I et souvent un iode. Le premier I étant souvent d'ailleurs un élément de digramme, comme dans par exemple boyau qui s'orthographie avec un Y. En position finale, par contre, Y domine largement, c'est une position qui est bien connue pour cette lettre. Ainsi, seul ainsi et aussi ne se termine jamais par Y, ce qui s'explique parce que l'orthographe, la graphie n'est pas ambiguë et que le I ici se trouve aussi après. On n'a que quelques mots qui sont beaucoup plus souvent graphiés avec un I final qu'avec un Y. Lui, qui et si. Dans le cas de si, c'est parce que c'est une graphie qui n'est pas ambiguë. Dans le cas de qui, on peut supposer que QU implique forcément de l'identifier le U comme un U et pas comme un N ou comme un double jambage ou comme un double I par exemple. Bref. Que la lecture qui est tout à fait possible. Pour lui, l'explication est moins aisée à trouver, peut-être parce qu'il s'agit d'une forme très fréquente, donc qui pose moins de problèmes d'identification, en sachant que c'est une explication qui est un peu spécieuse, parce que finalement, elle vaudrait aussi pour est à i, la forme de P1 du verbe avoir, mais dans le corpus, on a très majoritairement la forme AY avec un Y qui ne se justifie pas. Enfin, je mentionne quelques mots qui sont uniquement graphiés avec un Y final. D'ailleurs, souvent avec le digramme OI, fois, moi, quoi, soit ou toi, les P1, croix, doigt ou voix, par exemple, quelques mots plus rares que j'ai listés, et aussi la terminaison AY du passé simple ou du futur. Concernant Y, on a aussi la désinence de P1 d'imparfait futur de OYE, qui est la seule attestée, même si les séquences OI se trouvent pour les autres personnes, ce qui fait que ce choix du Y isole assez fortement la P1 par rapport au reste du paradigme. Et enfin, le pronom adverbial apparaît quasiment exclusivement sous la forme I, avec une distribution cependant très nette. On a un Y, donc dans la majeure partie des cas, mais quand il apparaît seul ou dans les séquences ni, mi ou j, et dans le cas de ni ou de mi, on retombe sur l'explication d'une apparition diacritique qui empêche la lecture, qui permet d'identifier les jambages, d'identifier le N ou le M comme étant justement une consonne. En revanche, les 4 occurrences de I le sont dans les séquences si et qui ne sont des séquences qui ne sont pas ambiguës, dont on a vu tout à l'heure d'ailleurs qu'elles privilégiaient la lettre I, et qui sont vraiment spécifiques. On n'a pas de S apostrophe Y ni de Q apostrophe Y, parce que sans doute ces séquences ne posaient pas de problème de lecture. Donc on a quand même des répartitions qui sont assez systématiques avec des régularités d'écriture assez nettes. Deuxième point très important, la question des lettres quiescentes, qui est vraiment un trait définitoire des graphies du moyen français, qui ont été appréciées diversement. On a d'abord très longtemps critiqué cette charge inutile que ça représentait. On connaît l'accusation envers les copistes qui étaient accusés d'ajouter des lettres parce qu'ils étaient payés à la ligne, même si on sait désormais que c'est une explication qui est sans doute fausse largement. Et désormais, la tendance est plutôt à vouloir justifier, à rendre justice ces graphies qui ont souvent une utilité logogrammatique ou diacritique. Il faut reconnaître que dans certains cas, cette utilité est assez relative. En revanche, Nelly Andrioret parle, sans doute avec raison, utilise le terme de style, mais au sens d'histoire de l'art, comme on a un style roman ou un style gothique, dit qu'on peut parler de style de graphie, et vraiment, les lettres quiescentes apparaissent vraiment comme typiques de cette manière d'écrire, cette manière de graphier du moyen français. En sachant donc qu'il y a en général 4 effets principaux qui justifient cette quiescente: la distinction des homophones, la création de paradigmes, par exemple corps qui est graphié avec un P dans le corpus, ce qui permet de le rattacher au paradigme, par exemple dans un adjectif comme corporel. C'est notamment le cas des voyelles finales, par exemple long a un G dans le corpus qui le rattache par exemple à longue, le féminin.
Donc avec ici un critère visuel, hein, c'est toujours des formes qui s'adressent à l'œil, en sachant que c'est pas systématique. Par exemple, on n'a jamais la forme grand avec un D, on a toujours un T dans le corpus, alors même qu'on a deux occurrences de l'adjectif grande. Troisième explication de ces lettres quiescentes, la distinction par rapport à l'oral, hein, on a une image visuelle du mot, ce qui permet de distinguer le code écrit. Et dernier point, une valeur diacritique sur laquelle je vais d'ailleurs revenir assez rapidement. Donc ces lettres quiescentes sont très souvent des lettres historiques, hein. J'ai listé ici les principales en m'inspirant de la liste fournie par Mildred Popp dans son manuel, avec notamment donc des labiales implosives, notamment devant dental, le mot compte, hein, qui est vraiment graphié de manière étymologique sans que la distinction entre compter, raconter et compter au sens de dénombrer soit établie, écrit ou doute, en sachant que dans le cas d'écrit, hein, la valeur diacritique est quand même assez réduite. On peut avoir des alternances, hein, par exemple, on a l'infinitif assoudre, mais on a les participes assolu ou assou. Et donc il semble qu'ici, hein, le B est quand même une valeur diacritique qui indique la prononciation S ici, hein, la prononciation SE et pas ZE du S, mais finalement il y avait une autre solution qui était le WS et que le copiste ne s'interdit pas. On a des vélaires palatalisés ou effacés qui sont rétablis comme dans fait, des dentales effacées notamment dans amena ou agi, où on a ici clairement une graphie, un signe diacritique qui permet d'identifier le V ou le M, mais la graphie aventure sans D est tout aussi possible. On peut aussi le trouver en finale, hein, dans nu, regard ou second. Dans nu, on a ici aussi sans doute une fonction diacritique, hein, vu qu'on a un N et un U qui peut être difficile à identifier. Dans regard et dans second, la valeur diacritique est moins nette, et là, on a ici sans doute plus clairement une valeur logogrammatique. Et enfin, on a des doubles consonnes qui sont présentes. J'en ai listé un certain nombre. Dans certains cas, comme redire ou enfant, on peut douter de leur utilité, mais en général, elles ont une valeur diacritique. Elles indiquent la prononciation ouverte du E, belle ou belle. Le double S indique aussi la prononciation se, comme dans presse. Et le double M ou le double N indique la nasalité, comme dans nommer, communément, même si ce n'est pas systématique. Et j'ai noté aussi quelques cas bien connus, hein, de l'acquiescente qui ne sont pas historiques, avec les fausses étymologies, hein, le fait de faire remonter savoir, aspirer, ou encore les occurrences dans santé, pitié ou amourette, avec là aussi une valeur diacritique un peu plus facile à établir dans le cas d'amourette ou même de pitié. Et dans ce cas, Yvonne Casal et Gabriel Laparoussa notent bien qu'on a une sorte de tendance paradoxale, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de lettres quiescentes qui se situent en fin de syllabe, en position implosive ou en position finale, donc qui ferment la syllabe graphique, alors même que l'évolution de la langue a fait qu'au plan phonétique, les syllabes aient tendance à s'ouvrir avec l'amusement des consonnes implosives ou finales. Donc on a ici une vraie disjonction entre l'ordre phonétique et l'ordre graphique. Parmi les lettres quiescentes, on a le L quiescent en position implosive, qui est bien connu, qui sert très souvent à identifier entre autres le U qui précède avec une valeur diacritique, en sachant que le texte présente des alternances assez variées, donc c'est pas du tout une obligation. Certaines formes présentent toujours un L, un boyau, ce. On a parfois des alternances entre, par exemple, beau et beau, beau qui présente une graphie avec ou sans L, et certaines occurrences qui présentent pas du tout de L, sans alternance. Et on a même certains cas d'un L qui est non étymologique. Les deux premiers ont été relevés par Nelly Andrieux, les deux dernières sont spécifiques à notre édition dans Outre ou dans Peu. Ici, ça indique à la fois peut-être des graphies analogiques, notamment pour peu, on peut sans doute penser à une influence de la forme VE, très souvent graphiée VLT, et avec aussi sans doute un rôle diacritique bien noté par Nelly Andrieux d'ailleurs, que ici, le L a aussi un rôle diacritique agglutinant. Il indique que ce qui précède est un digramme, un rôle qui reste relatif, hein, puisqu'on a tout un tas d'occurrences où le digramme est identifié sans qu'on ait besoin de ce L. Donc une nouvelle fois, on a bien un rôle des lettres quiescentes, mais ce rôle n'est pas systématique. Je passe plus rapidement sur le fait que du fait de l'amuissement, la disparition des hiatus qu'on a évoqué en première partie, les digrammes de fait ont une nouvelle valeur. Par exemple, EI peut se prononcer I dans phi,
EU se prononce U et pas OU. J'ai fait une faute dans le support, hein, mais c'est bien U. Dans US ou dans SUR. Et le double A se prononcera A dans âge, par exemple. Le G final diacritique est aussi bien connu, hein, il domine très largement. On a 88 occurrences de 1 avec un G contre 29 occurrences de 1 sans G, avec ici aussi une répartition très nette. 1 avec un G apparaît surtout seul, sauf dans 3 occurrences de la séquence d'un, où effectivement une suite de 4 jambages pouvait poser des problèmes d'identification. Et 1 apparaît dans des constructions avec Anglese d'un, qu'un ou l'un, où l'identification du mot ici posait sans doute moins de problèmes et donc ne justifiait moins l'apparition de cette lettre G. Donc là aussi, on a quand même, pour le coup, une répartition très nette, quasi systématique des formes, avec une valeur diacritique qui est flagrante. Ici, hein, on le sait bien, le G vient du fait que la séquence NG était très fréquente en finale, initialement pour transcrire le N palatal, mais comme le N palatal s'est rapidement dépalatalisé, cette transcription phonologique était moins nette, et du coup on a récupéré cette séquence NG ici pour désambiguïser notamment, donc ici essentiellement l'article numéral indéfini 1, numéral ou indéfini. Le H est aussi très présent, très souvent avec une valeur étymologique, hein, dans harponneur ou hostel, entre autres. Quand il est non étymologique, il a une valeur diacritique, mais ça c'est bien connu, pour indiquer un hiatus ou un jambage problématique dans 8. J'ai relevé quelques occurrences plus problématiques, par exemple dans souhait, où clairement ici le hiatus il est aussi indiqué par le B et le Z, qui sont ici plutôt rétrogrades, et à l'inverse dans la forme main ici qui est vraiment monosyllabique et où le H finalement gêne presque la lecture, hein, ici, hein, c'est le toponyme de main, la prison de main, où donc le H ici est presque problématique. J'ai noté aussi quelques alternances entre H et une absence initiale, une absence de consonne initiale, qui sont rarement motivées. On note que dans 2 cas, dans heureux et dans eustre, les huîtres, on a une graphie étymologique sans H tout à fait justifiée, et accessoirement le fait qu'on ait un E initial rendait inutile un H diacritique, et à l'inverse, horrible ou humaine n'ont pas de H, notamment dans le cas de H, dans le cas de humaine, par contre, un H étymologique aurait pu permettre de quand même bien faciliter la lecture, hein, de ces 5 jambages, les 2 jambages du U et le jambage du N. Et enfin, on note quelques digrammes d'origine grecque, hein, le TH de tologie et le PH pensé feu de dauphin, prophète ou orphelin, qui ont été peut-être, sûrement d'ailleurs relayés par le latin. Je passe plus vite pour des questions de temps sur la présence du X et du Z en finale, qui en fait sont souvent des variantes, hein, de l'archigraphème S, comme le note Nelly Andrieux, avec des répartitions d'emploi qui sont assez nettes. Donc on a en général le X derrière un L, sauf si le L est encore articulé, ou dans ce cas-là on a un Z, hein, par exemple dans les formes Q, NU ou SU, qui sont nettes, en sachant que le L, enfin l'articulation du L était quand même pas très sûre à cette époque. Je passe plus vite là-dessus, hein, mais on a aussi un X qui se trouve en général après le U, mais aussi le I, notamment le digramme OI. Je vous renvoie au document pour les analyses un peu plus précises. X et Z se trouvent aussi en interne de manière beaucoup plus nette, hein, ils sont beaucoup plus rares dans le mot qu'en position finale. X se trouve notamment dans le préfixe X, dans excusé ou dans exil, et dans les formes tassées et tisserand, où il se prononce sans doute S au vu de la rime. Et Z est aussi rare en position interne, mais c'est des formes bien connues, donc je ne reviens pas plus que ça dessus. Je commande peut-être plus rapidement la graphie AIGA qui domine contre les terminaisons âge ici. Certains ont pu y voir une influence de la prononciation du nord, de l'ouest et de l'est, voire une prononciation parisienne où le EA se serait fermé en E. Cependant, dans la forme A, enfin la rime avec la forme âge suggère qu'on a plutôt une prononciation en A, et que ici, hein, le I dans la graphie AIGE serait plutôt un simple trait graphique
Et dans ce cas-là, on aurait un digramme IG qui indique le fait que la consonne a été palatalisée. Et maintenant, quelques remarques de vocabulaire sur lesquelles je vais passer plus vite, puisque faire une analyse complète du vocabulaire de Villon était un peu, aurait pris beaucoup trop de temps. Juste noter quelques éléments qui m'ont semblé intéressants en dépouillant le vocabulaire. Première chose, un jeu de suffixation dans les composés autour de bachelier. Donc bachelier a pour féminin bachelette au vers 666, mais que ce jeune bachelier laissa ses jeunes bachelettes, avec ici un diminutif qui semble plutôt plaisant, mais qui est la forme la plus attendue ici du féminin, avec une présence des deux mots, ils ne riment pas ensemble, ils sont tous les deux à la rime, et qui suggèrent leur lien dans la relation amoureuse, bachelier, jeune homme, bachelette, jeune femme, avec ici en surplus le diminutif de bachelette. Mais on a, de manière un peu paradoxale, vu l'évolution du terme, la forme bachelière, la forme féminine bachelière, au vers 1507 et suivant, un item pour ce que c'est Sabile, mademoiselle de Bruyères, de ne prêcher hors l'évangile à elle et à ses bachelières, où bachelière désigne sans doute des jeunes filles nobles, mais peut-être aussi des disciples selon Richner et Henry. Mais il faut remarquer ici, comme l'a bien noté Lanly, qu'en fait c'est un mot qui a été forgé par Villon, en effet, que ce soit le DMF ou le Trésor de la langue française, ne note comme une forme isolée à l'époque. C'est donc sans doute une forme qui a été inventée, et Lanly se demande si ce n'est pas une forme très parodique, visant à se moquer ici des prétentions doctrinales de mademoiselle de Bruyères. Et donc bachelière, la création du mot bachelière, du féminin bachelière, serait plutôt une forme ironique, peut-être misogyne, par rapport aux prétentions de connaissance et aux prétentions doctrinales de ces femmes. Et deuxième point parmi le vocabulaire, il me semble, et la critique l'a bien noté d'ailleurs, qu'on a deux exemples d'utilisation parodique du vocabulaire. Premier exemple, le vocabulaire chevaleresque, ça a bien été noté par la critique dès le début, lorsqu'il s'agit d'évoquer Thibaut d'Auvigny. Villon dit un foie ne lui doit hommage avec, je ne suis son cerne et sa biche, ou comme Jacques Thomas l'a bien indiqué, un foie et hommage qui évoque la vassalité oriente d'emblée vers le mot serre, mais serre permet un jeu de mots, je ne suis son cerf ni sa biche. Un jeu de mots qui est possible d'ailleurs qu'en moyen français et pas en ancien français, puisqu'il se fonde sur la réduction des affriqués, et qui ici qui permet à la fois un jeu de mots plaisant et peut-être une accusation d'homosexualité envers d'Aubigny, biche pouvant signifier selon certains ici mignon. De fait, quand Villon se présente en chevalier, c'est souvent avec une valeur parodique, par exemple vers 1594, pour son amour, Sens, bouclier et Passau, où ici on a une mise, dans la balade de la grosse Margot, Villon se présente comme un chevalier de manière parodique. Et ici d'ailleurs, Richner et Henry suggèrent que l'armement, c'est pas l'armement d'un chevalier, mais l'armement du souteneur qui doit défendre ses filles. Et de fait, comme l'a bien noté Jean Dufournel, le bran permet un certain nombre de jeux de mots, notamment donc au vers 1024, lorsqu'il lègue son bran, un jeu de mots à plusieurs niveaux. D'emblée, on retrouve l'idée que Villon se présente de manière plaisante comme chevalier, donc il lègue une épée qu'il n'a pas. Ensuite, on peut se demander si quand il lègue une épée, c'est pas plus un coup d'épée aux personnes qu'il n'aime pas qu'il lègue. Mais en plus, Dufournel a bien noté, l'épée est un symbole phallique évident, donc avec ici un double sens, notamment le fait de léguer une épée, son épée à quelqu'un, c'est un peu comme si Villon léguait sa virilité à une personne qui visiblement en manque. Et enfin, il y a une équivoque phonétique entre Bran, l'épée, et Bran, la merde. Et donc ici, le legs devient nettement moins intéressant et on tombe vraiment dans l'humour purement scatologique. Et j'évoque pas ici le fait que écu et targe signifient très largement la monnaie. On a une seule occurrence finalement où écu désigne vraiment un bouclier, mais une nouvelle fois on a une valeur parodique, puisque Villon, au vers 1097, lègue à Pernay 3 dépipés qui pourront figurer sur ses armoiries, sur son bouclier. Donc on a ici une nouvelle fois un élément très ironique.
Et enfin, le vocabulaire de l'éducation, lui aussi, est sujet d'un certain nombre d'inversions. Ça me semble intéressant de le mentionner puisque notamment ni le mot école ni le mot leçon ne font l'objet de fiches dans les manuels classiques de vocabulaire, alors même qu'on a des jeux assez intéressants chez Vio. Ils présentent une polysémie intéressante. Et ici, je veux signaler le fait que les remarques qui suivent doivent beaucoup aux suggestions très éclairantes de ma collègue Agathe Sultan, ma collègue et amie, que je remercie particulièrement. D'abord, on peut noter que école tend à rimer avec folle, souvent en termes d'antithèse, mais quand même le terme est souvent bon, présent dans un champ lexical qui a plutôt tendance à aller à l'encontre de ce qu'il peut signifier de, de valeur intellectuelle. On le trouve aussi souvent dans les locutions, par exemple vers 1279, sachant leur tour d'école, concernant les trois orphelins qui sont trois usuriers, et leur tour d'école, c'est le fait qu'ils savent bien leur métier, ils savent notamment bien spéculer sur le sel, et donc ici il ne s'agit pas vraiment d'un savoir scolaire valorisé, mais plutôt d'une rouerie de personnes qui savent faire de l'argent. Le terme leçon apparaît aussi à 2 reprises, toujours pour désigner des enseignements qui ne sont pas spécialement des enseignements valorisés. Au vers 763, Villon promet une leçon de son école aux enfants trouvés, et la leçon dans les faits est très peu morale. Et cette occurrence peut faire un peu pendant à la leçon que baille la belle Homière aux filles de joie. Là aussi, c'est une leçon qui n'est pas très morale. Et notamment la ballade de la belle Homière aux filles de joie évoque Gautière qui est écolière au vers 534. Donc ici une lecture littérale un peu rapprochée, le distinct la Gautière, Gautière qui est une écolière, ce qui rapproche de Villon qui est un écolier. Et ici Gautière serait quelque part l'élève de la Homière, ou en tout cas une débutante. Mais ici on a bien une transmission du savoir qui n'est pas du tout un savoir universitaire, c'est le savoir de la prostitution. Et ici, il n'est pas aussi impossible de suivre la lecture de Félix Lecroix, même si Richner et Henry ne la privilégient pas. L'écolière pour être la jeune femme qui fréquente les écoliers. Mais dans tous les cas, on voit ici que comme pour bachelière qu'on avait tout à l'heure, écolière finalement est un moyen de peut-être de parodier les termes, en tout cas de leur donner une valeur péjorative ici en les féminisant. Et en tout cas, dans ce contexte de prostitution, il n'est pas surprenant que l'école devienne un lieu de prostitution. C'est le 8-151 où Villon autorise Marion et Jeanne, qui sont deux prostituées, à tenir publique école où l'écolier le maître enseigne, avec une lecture assez classique de ce passage, où les prostituées sont des maîtresses dans leur art. Elles ont une connaissance précise de l'art de la prostitution, mais c'est l'école... Le vers 731 s'explique, ce ne sont pas les maîtresses qui enseignent aux écoliers, c'est l'écolier qui enseigne aux maîtres, dans le sens où les prostituées doivent se soumettre à leurs clients, les écoliers. Et comme le note bien Jean Dufournel, l'enseignement qui sera dispensé dans ces prostitutions sera bien un enseignement plus pratique que théorique, et un enseignement évidemment qui n'a rien de noble. Et de fait, dans la Ballade des Dames de Paris qui suit le 8 que j'ai évoqué tout à l'heure, Mademoiselle de Bruyère et ses bachelières prêchent, on a un enseignement féminin qui est évoqué. Au vers 1523, on a la locution tenir chaire pour signifier tenir une chaire d'enseignement, mais ici il s'agit d'une chaire de beau parler, et les enseignantes sont des napolitaines, donc une nouvelle fois un contraste assez plaisant, voire misogyne, entre le contexte universitaire et le contexte féminin, surtout qu'ici, c'est un savoir qui est plutôt un savoir de bavardage, là aussi avec une thématique très largement misogyne. Et dans le 8 qui suit cette balade, Villon ironise assez nettement sur les enseignements que délivrent les femmes, qui sont très bavardes, qu'il compare par antiphrase à ceux de Macrobe. Ce qui montre ici, en fait, que finalement, l'école et les leçons et l'enseignement sont souvent liés à la prostitution, au milieu aussi féminin, ce qui semble un moyen de parodier ça, presque de présenter aussi un monde inversé, avec une attaque misogyne forte, mais aussi un moyen de présenter l'école comme un lieu où on se vend et un lieu où on parle pour ne rien dire.
Donc en conclusion, et enfin, de manière très rapide, hein, parce que ce que j'ai dit était assez varié. Ce qui est très net, c'est que le texte est un texte très ancré dans son temps. Les graphies sont celles du moyen français assez classique. Le vocabulaire aussi celui du moyen français, avec des évolutions phonétiques, certes parisiennes par certains endroits, mais là aussi très classique du moyen français. Donc Villon est un homme de son temps, ce qui n'empêche pas de faire un emploi personnel du vocabulaire avec ces deux exemples, d'utilisation parodique, un ou deux champs lexicaux valorisés a priori, celui de la chevalerie et l'éducation, apparaissent dans des contextes extrêmement péjoratifs qui indiquent l'humour de Villon et sa manière de renverser les valeurs. Je vous remercie de votre attention.